Ghislain, ça va bien? Oui, ça va super bien. Yes. Merci beaucoup d'être venu sur la plateforme. Écoute, vraiment, j'aime beaucoup le contenu que tu fais sur les réseaux sociaux. Ah, ben merci. Imo Facile, les Projecta. Et vraiment, là, t'es quelqu'un que je voulais inviter depuis assez longtemps parce qu'on sait que tu es coach immobilier. Oui. Et donc, je voulais là, avoir ta perspective là, sur certains sujets. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui peut-être vivent là en dessous d'une roche, explique-moi un peu d'où tu viens, ton parcours, etc. Je suis né... Non, tu ne veux pas savoir l'heure que je suis né. Là. On Non? ne commence pas à ce temps-là. Je suis un gars de la Beauce. Vous allez peut-être le voir avec mon accent que j'ai encore un petit peu. Et j'ai étudié comme ingénieur électrique. J'ai fait un MBA et après ça, j'ai été travailler dans la grande entreprise. On parle de 200-300 employés sous ma charge. J'ai fait beaucoup de projets immobiliers. J'ai fait beaucoup de projets en usine, je veux dire, pas immobilier. Et par la suite, j'ai décidé à un moment donné de me lancer en immobilier et d'apprendre l'immobilier, bien sûr. J'ai été suivre mes formations aux États-Unis, à Toronto, en Alberta. Et après ça, là, je me suis lancé en immobilier. Et en 2007, j'ai lâché ma job. J'avais une job j'étais rendu consultant en entreprise dans ces années-là. Et c'est là que j'ai lancé Imo Facile en juillet 2007. Et par la suite, tranquillement, mon réseau a grandi, mais mon parc immobilier a grandi aussi. Et maintenant, j'arrive à 500 portes avec 3 centres d'achat. Et plus de 250 terrains de développement de chalets. C'est que je suis bien fier de mon parcours et c'est un parcours qui a été dans la grande entreprise. J'ai jamais fait de PME et après ça, je me suis lancé dans une PME. J'ai fait ma PME. Vraiment, c'est spectaculaire. Puis tu sais, je me dis, un aussi beau parcours, comment est-ce que ça a commencé? Tu me dis que tu as commencé étant ingénieur. Exact. Ramène-nous à ton premier projet immobilier. Là. On parle du Ghislain. Je vais vous parler de mon premier projet qui n'a pas fonctionné, OK? OK. Fait que j'ai 16-17 ans environ et le voisin d'à côté de ma grand-mère, mes grands-parents, il y avait une petite maison à vendre. Ça avait peut-être 25 par 30, tout petit, et il n'y avait pas de sous-sol. Fait que j'ai dit à mon père, « Hey, je vais l'acheter avec mes chums. » Puis là, j'avais besoin de son aide pour être capable de passer chez le notaire. Ils disent, « On va l'acheter, on va aller creuser les soirs et les fins de semaine le sous-sol. On va faire un sous-sol, puis on va revendre la maison avec 2-3 chambres de plus. Wow. Et on va faire de l'argent là-dedans. » Et là, mon père, il dit, « Ouais, mais tu sais pas que les fondations, ça descend pas jusqu'en bas, puis tu es obligé de soutenir la maison. » Fait que mon projet était trop gros pour partir. Ouais. Fait que celui-là, il dit, « OK, je me tasse de côté, on va en retrouver un autre. » Et mon premier vrai projet que j'ai acheté, à part mes maisons, bien sûr, c'est un 6 logements. C'est un 6 logements. J'avais payé dans le temps 273 000. Je me rappelle plus des revenus qu'il y avait. Et je l'ai encore. Fait que ça fait 25-30 ans. Tu sais, c'est quand même surprenant. À 17 ans, tu as des projets de rajouter des chambres dans une maison. Tu sais, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Non, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Puis d'où vient cette inspiration, ce drive-là que tu avais à un aussi jeune âge? En fait? Et j'aime beaucoup le bâtiment. J'aime beaucoup travailler de mes mains, faire des travaux. Tu vois, en fin de semaine, j'ai un chalet locatif, j'ai un chalet personnel. Et dans le chalet personnel, on a décidé de faire des travaux à l'intérieur, de rajouter un mur de bois. Fait que j'aime le travail de mes mains. J'aime me casser la tête pour voir, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet immeuble-là? Faire une optimisation. On dit tout le temps qu'il y a 2 façons de trouver des deals. Un, tu recherches des deals sur Centris, du Bobrio, etc. Et l'autre façon, tu crées un deal. Fait que ça veut dire quoi, créer un deal? Ça veut dire tu prends quelque chose qui n'est pas un, et tu trouves une façon de l'optimiser, tu trouves une façon de soit le conserver ou de le revendre, mais en créant le deal. Fait que le mindset de créateur de deal était là assez tôt. Je suis très innovateur. J'aime ça, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, essayer de trouver des choses. Puis je me rappelais, quand j'étais jeune, je démontais des choses et
Bon, comment ça marche, ça? Mon père avait une vieille bouilloire, par exemple. Moi, prendre la bouilloire, au lieu de la prendre, de la tirer à la poubelle de suite, je la démontais, puis j'essayais de voir comment ça fonctionne à l'intérieur pour être capable d'avoir un esprit créatif, innovateur et voir autre chose aussi. Est-ce que tu es le premier de ta famille qui s'est lancé dans l'immobilier ou il y avait d'autres personnes dans l'immobilier? Ben, on est 6 enfants chez nous. Chez nous, je suis le plus vieux, fait que j'ai été le premier qui m'a... non, j'ai été le deuxième qui s'est lancé là-dedans. Mon frère, le deuxième, avait déjà une 25-30 portes, puis lui, aussitôt qu'il a eu 18 ans, il a commencé à acheter. Puis là, je le regardais, j'ai dit... Puis moi, j'étais encore aux études dans le temps, là, dans le temps que lui achetait. Il dit, mais pourquoi tu t'achètes? Tu t'achètes des dettes? Ça n'a aucun bon sens. Tu t'achètes des dettes. Moi, j'économisais à l'université pour que ça coûte le moins cher possible. Puis là, il dit, non, il dit, t'as pas compris, Ghislain. Il dit, c'est revenu, moins dépenses, moins de financement, va te donner un profit. Là, j'ai mes locataires qui payent mes immeubles pour moi, puis il me reste un profit à la fin. Wow. Il dit, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes qu'est-ce que ça rapporte. Wow. Tout le temps. Fait que c'est fou comment est-ce que face à l'immobilier, il y a quelqu'un avec un mindset qui voit l'opportunité, un autre avec un mindset qui voit pas comment est-ce que ça peut marcher. Exact. Fait que ça montre que l'immobilier commence vraiment à comprendre le fonctionnement, comprendre l'opportunité à avoir. Puis mes parents, mon père était travailleur autonome, bûcheron, travailleur forestier qu'on appelle maintenant. Et ma mère était à la maison. Et ils ont eu quelques immeubles, ils ont eu une résidence de personnes âgées, des terres, et aussi une cabane à sucre, mais jamais de l'ampleur que je l'ai faite de mon côté. Vraiment surprenant. Écoute, 2007, tu me dis, tu commences IMO Facile. Oui. Ça aussi, c'est pas tout le monde qui commence une école, vraiment du coaching immobilier. D'où t'es venue l'idée, l'inspiration de commencer IMO Facile? Ben, j'ai 2 passions dans la vie. Un, c'est l'immobilier. J'adore l'immobilier, j'adore les bâtiments, j'adore tout ce qui a rapport avec l'immobilier. Puis le deuxième, tu vas trouver ça bizarre, là, mais j'aime enseigner. J'aime ça, montrer aux gens comment faire des choses, comment être capable d'apprendre. Mes enfants, la semaine dernière, c'est le temps de changer les pneus en dessous des véhicules. Mes enfants, mes filles changent leurs pneus eux-mêmes. Wow. Fait qu'ils apprennent, en leur montrant comment faire, tu es capable d'aller beaucoup plus loin que si tu sais pas comment faire. Ça les responsabilise aussi. Ça responsabilise à 100 000 à l'heure. Fait que samedi, j'ai reçu un appel, c'est ma deuxième fille et puis là, elle dit, papa, je suis pas capable de changer de dévisser les boulons, on va dire, des pneus. Il dit, demande à ton frère, là, il va pouvoir t'aider. J'étais trop loin de la maison pour aller l'aider. Sinon, je t'aiderai plus tard. Fait qu'au moins, il laissait, ils vont faire un effort pour être capable d'avancer. Donc, j'aime l'immobilier, puis j'aime enseigner. Wow. C'est pour ça qu'en 2007-2008, j'ai parti mon entreprise. Et c'était pas de la consultation, de la formation de groupe, là. C'était de la formation individuelle. Chacune des personnes qui apprenaient, ben, c'est individuellement avec moi qu'elle apprenait. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu me dis avec tes enfants parce que à force de les donner, juste de leur apprendre tôt comme ça, ils deviennent autonomes en fait. Et on sait que les gens en affaires sont des gens autonomes. Lorsque tu parles de business, souvent ce que tu vas pas prendre charge étant un employé, ben tu dois en prendre charge étant un... Fait que, c'est vraiment une bonne chose là, de responsabiliser ses enfants, de les rendre autonomes. Puis on le voit dans la vie tous les jours. Là. Il arrive un problème. C'est ça. Récemment, j'étais dans une visite de terrain. Mon fils est venu avec moi. Il y avait des clients. On visitait une forêt là, pour vendre des terrains. Fait que mon fils était avec un groupe, moi j'étais avec l'autre groupe, mais il n'avait jamais rentré dans la forêt. Là. Ça fait que je l'ai débrouillé avec des cartes, avec un GPS, et il a réussi à guider les clients, mais il y avait une autre personne avec lui qui était un de mes employés, puis le gars, il avançait pas. Là. Il dit, il se fiait tout le temps sur moi, puis ça fait 4 fois qu'il vient sur la terre, puis moi, je suis tout seul. C'est la première fois que j'y arrive, puis là, c'était moi qui indiquais où aller. Là. Fait que la débrouillardise, ça commence jeune. Débrouillardise. Puis je peux voir comment est-ce que ça t'avantage énormément. Fait que vraiment, en affaires, en immobilier, vraiment, la débrouillardise, c'est vraiment quelque chose de clé. Là. Exactement. Wow. Tu sais, bon, ça, c'est l'une de tes forces. Ma prochaine question, c'était, c'est quoi tes forces, en fait, en immobilier? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton edge, en fait? Ton avantage? Bien, mon avantage, c'est que
je suis créateur, je suis capable de créer des deals, de voir des deals que les gens ne voient pas assez facilement. Là, 3 semaines environ, on est au programme de coaching, c'est moi qui est en avant, une 50aine de personnes dans la salle, et à la fin de la journée, à 5 heures, je décide, hey, ça vous tente-t-il de passer 1 heure avec moi? On va trouver des deals, on va créer des deals. Fait que je m'en vais sur Centris, il y a la pave Mosaïque, il n'y a pas le Mosaïque, mais toutes les quadrillés, là, les immeubles qui sont sur la pave. J'ai dit, moi, je vois un deal dans cette page-là, vous autres. Ils ne voyaient absolument rien. Voyons, regardez comme il faut. Il y en a 9 affichés à l'écran. Il y en a un des 9, c'est un deal. Juste avoir la photo. Et finalement, là, je suis rentré dedans. Voulez-vous mieux? Non, on ne le voit pas. Là, j'ai été faire le listing au complet, la fiche descriptive. Et là, il y en a un qui l'a eu sur le 50. C'est d'être capable d'aller créer quelque chose qui n'existe pas dans un immeuble et de le changer de vocation souvent. Fait que innovation, c'est une de mes forces et je suis capable de bien vulgariser aussi. Ça, c'est un autre de mes forces. M'en prendre un immeuble, m'en prendre un concept hyper compliqué et j'ai la patience, j'ai le temps, m'en le répéter 50 fois s'il faut, mais les gens vont apprendre. Tant qu'ils n'ont pas appris, tant qu'ils n'ont pas compris, je ne lâche pas. Wow. Je vais y aller d'une autre façon, puis je vais être capable de le twister pour que les gens puissent comprendre encore mieux. Wow. On peut vraiment voir que l'enseignement, c'est vraiment ta passion. Ah, j'adore ça, moi, j'adore ça. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, tu as dû voir énormément de personnes commencer de rien, puis vraiment là, arriver là, à des niveaux assez respectables. Qu'est-ce que tu dirais qui bloque la majorité des nouveaux investisseurs? C'est quoi que tu remarques, quelque chose qui revient? Bien, de ce temps-ci, qu'est-ce qui bloque beaucoup? C'est le taux d'intérêt. Les gens regardent le taux d'intérêt et ils disent non, je touche à rien, j'avance pas. Le plus bel exemple, j'ai un jeune de 23 ans qui vient me voir récemment dans un réseautage Imo Facile et il me dit mes parents gagnent 800 000 par année, ils ont plein de comptants, puis ils veulent pas embarquer avec moi. Ouais, mais pourquoi ils ne veulent pas embarquer avec moi? C'est quoi leur raison? Explique-moi l'objection qu'ils ont. Et la personne me dit, ben c'est tout simplement parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Oui, mais si je te trouve un deal avec un taux d'intérêt élevé, puis que tu fais des centaines et des milliers de dollars par mois, est-ce que tu embarques dedans? Ils ne veulent pas, les taux d'intérêt sont trop élevés. Fait que les gens ont comme une mentalité que quand les taux d'intérêt... Hey, j'ai connu les 20, moi, les 20 là, dans les années 80. Là. Quand les taux d'intérêt sont trop élevés, on peut plus faire d'immobilier. C'est fini. On va attendre que les taux baissent. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, les prix sont raisonnables. Quand les taux vont baisser, bien, la valeur des immeubles va monter. C'est ça. OK? C'est ça. Fait que c'est carrément ça qui va arriver. Fait que les gens attendent. Fait que ça, c'est la première objection que je vois. La deuxième objection que je vois, c'est le manque d'argent. J'ai pas de financement ou je n'ai pas de mise de fonds. C'est les deux raisons qu'on voit là-dedans. Là. Mais il y a des façons d'aller investir en immobilier quand tu passes à l'action, qui était capable d'en trouver. J'ai beaucoup de parcs immobiliers que j'ai achetés. J'ai pas mis d'argent dedans. C'est des balances de vente, c'est des fiducies, c'est des prêts privés. Je vais y aller avec des partenaires aussi. Fait que le défi qu'il y a, c'est d'aller monter le setup du financement. Souvent, c'est pas d'aller trouver le deal. Il y en a plein de deals. Mais c'est d'aller monter le setup de financement pour que ça fonctionne. Fait que c'est vraiment, on voit que les problèmes que tu remarques, c'est vraiment au niveau de la mentalité, leur perception de l'immobilier, en fait. Exact. Qui est créée, veut pas, par le manque de connaissances. Ils savent pas que malgré les hauts taux d'intérêt, ben, tu peux quand même trouver des moyens de fonctionner. Ils savent pas que, en tout cas, c'est quelque chose d'assez spécial. Fait que ça commence vraiment dans le mindset, en fait. Ça commence dans le mindset, puis il faut être capable de passer par-dessus ça et d'être capable de ne pas écouter tous les gens qui disent qu'il n'y a plus de deals parce que les taux d'intérêt sont bas. Il y en a encore des deals. Il y en a encore. Tu travailles avec des jeunes comme avec des plus vieux. Quelle est la différence que tu remarques entre l'ancienne génération d'investisseurs et la nouvelle? Est-ce que tu remarques... Est-ce que tu parles des gens que j'ai déjà coachés il y a 20 ans ou des gens, les jeunes, puis les gens qui ont 50, 60 ans qui commencent? Bonne question. Je te dirais les gens là, qui étaient dans le marché là, il y a 20, 30
et plus là, d'années. Là. Les gens, ça se pourrait que ce soit des amis que tu as eus. Oh oui, exact. Quelle est la différence que tu vois entre l'ancienne génération d'investisseurs et la nouvelle? Bien, la nouvelle est beaucoup plus connaissante. Beaucoup, beaucoup plus connaissante à cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux, à cause des vidéos, à cause des formations. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais une bébête à part, là, j'enseignais l'immobilier, il n'y avait même pas Internet. Non, il y avait Internet, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Là. Et je me rappelle, on allait chez les courtiers immobiliers, il y avait des gros catalogues, c'était imprimé une fois ou 2 semaines, je crois. Et là, on fouillait dedans pour essayer de trouver les deals. Ou on allait au bureau, comment ils appelaient ça dans le temps? Dans le bureau public, en tout cas des reprises du registre foncier. Puis on allait fouiller dans les reprises qu'il y avait là-dedans. Ça nous coûtait X dollars de l'heure. Il me semble que c'était 6 ou 7 piastres de l'heure. Là, tu fouillais là-dedans. Tu ne pouvais pas prendre de photos avec ton cellulaire. Il n'avait pas. Il fallait que tu payes 1 pièce pour aller copier ça. C'est que la recherche était beaucoup plus difficile, mais les deals, il y en avait aussi autant. C'est juste qu'on les voyait moins, puis ils étaient plus durs à trouver. Là, maintenant, les gens qui commencent avec le registre foncier, avec tous les systèmes qu'il y a partout, là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Mais il y a une chose qu'il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils passent à l'action. Tout à fait. Fait que quand tu commences, puis là, tu es obligé de te déplacer physiquement, puis c'est ouvert, le gouvernement, de 9h à 5h, mettons. Fait que là, tu manques du travail, il faut que tu s'en ailles là. Fait que c'était plus difficile dans le temps d'en faire, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient des deals aussi, qui étaient capables d'en trouver. Fait que vraiment, on voit que la technologie vient vraiment aider les investisseurs d'aujourd'hui. 100 000 à l'heure. Le travail qui était nécessaire dans le temps, c'est plus le même travail qui est nécessaire pour trouver un deal. Là. Ah oui, une grosse différence. Bon, je sais qu'il y a d'autres challenges aussi. Avec la technologie vient d'autres challenges. Je veux dire, il y a peut-être d'autres choses à ce niveau-là. Mais c'est intéressant. Je parlais avec un autre investisseur qui m'expliquait qu'une des différences qu'il remarque entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'est le partenariat. Comment est-ce que dans le temps, il y avait beaucoup plus d'investisseurs c'était comme moi-même, mes fonds, mes deals. Aujourd'hui, les investisseurs sont beaucoup plus ouverts à faire du partenariat. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? Beaucoup. J'ai 12 partenariats présentement qui roulent avec moi. Puis c'est vrai, quand j'ai commencé, il y avait très peu de partenariats. On essayait de s'arranger avec du prêt privé, des balances de vente ou différentes choses. Mais maintenant, les immeubles sont rendus quand même assez chers. Tu veux acheter plus gros. Tu vois les gens qui sont sur TikTok, Facebook et qui achètent. Hey, moi aussi, je veux faire ça. Mais le partenariat s'est rendu très, très populaire. Mais il y a 2 types de partenariats. Il y a le partenariat que toi, tu es actif et l'autre personne est active. Et il y a le partenariat que toi, tu es actif et les autres personnes sont passives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font rien, ils n'ont rien à s'occuper. C'est des ameneurs d'argent. Fait qu'ils apportent l'argent et on achète les immeubles avec eux autres. Puis ça, c'est une question que je me demande, qu'est-ce que tu en penses là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs passifs, beaucoup d'investisseurs qui cherchent à faire travailler leur argent? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des investisseurs passifs? La réponse est oui, c'est facile parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché. Que ça soit des REER, que ça soit de l'équité. Là, avec les dernières années, avec le COVID, ça a fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas riches avant le COVID ou moins riches. Et là, ils sont devenus hyper riches en équité. Parce que leur maison en valait 300 avant le COVID, puis là, elle est rendue à 700-800. Mais l'hypothèque est pareille, là. Ça veut dire que là, ils se sont ramassés avec de l'argent disponible pour être capable d'investir en immobilier. Et ça, on en voit beaucoup. Fait que, est-ce que c'est facile à trouver? Oui, c'est facile à trouver, mais il faut le demander. Si tu ne le demandes pas, c'est sûr que tu vas avoir de la misère à le trouver. J'ai une dame qui est rentrée à mon bureau, il y a à peu près un mois et demi. Elle dit, Ghislain, je veux investir en immobilier, j'ai pas d'argent, mais je veux prendre des cours, apprendre comment ça marche, mais j'ai pas trouvé personne qui est capable de me prêter. J'ai dit, OK, dans la dernière semaine, qui n'est pas capable de me prêter, qui veut embarquer avec moi, puis qui a du cash pour investir avec moi. Il dit, OK, dans la dernière semaine, à combien de personnes tu l'as demandé? 0. OK. Le dernier mois? 0. OK. Les 6 derniers mois? 0. J'ai dit, comment tu veux... Je m'apprêtais à donner son prénom. Comment tu veux... Comment tu veux trouver quelqu'un si tu ne le demandes pas?
Est-ce que tu vas t'asseoir sur une chaise, puis là, c'est figuratif, là, tu vas t'asseoir, puis tu vas attendre que les gens viennent te voir, puis les gens vont dire, OK, hey, j'ai du cash, j'ai 100 000, 200 000, veux-tu embarquer avec moi dans l'immobilier? C'est pas de même que ça marche, là. Faut que tu le demandes. C'est fou de voir comment est-ce qu'il y en a qui sont juste pas capables de passer à l'action. Puis tu sais, je veux dire, tout commence par prendre tout ce que tu veux faire, OK, qu'importe, tu veux te lever pour aller prendre à manger dans le frigidaire, ça commence par te lever. Il faut que tu prennes action, tu sais. Exact. Fait que, non, c'est surprenant. Puis tu sais, je veux dire, prendre action. Puis souvent, qu'est-ce que je m'amuse, moi, quand les gens ils viennent me voir au coaching double, il y a une dame récemment, puis elle dit, ah oui, j'aimerais ça, j'ai trouvé un deal. Puis là, je regarde le deal. J'ai dit, c'est pas payé, qu'est-ce que tu as trouvé là? Ça fait combien de temps tu l'as? Ah, ça fait 2-3 semaines que je l'ai trouvé, puis tout. Puis tu as fait tes calculs, oui, tout est prêt. Il dit, maintenant, c'est le temps de faire un offre. Ouais, OK. Fait que là, OK. Ben, il dit, regarde, on va faire un deal ensemble. OK? À la prochaine soirée mensuelle. OK? Si tu n'as pas fait l'offre d'achat, tu m'amènes une bouteille de vin de 100$. OK? Ça fait mal. ça fait mal. Fait que là, elle dit, t'es-tu sérieux? Il dit, oui, on prend une gageure, là. Fait qu'on on gave. Et si c'est quelque chose, tu m'appelles, mais on gage 100$. Et ça fait des années que je fais ça. Ça marche. Puis ça marche. Wow. J'ai eu une bouteille de vin dans toute ma vie. Une bouteille de vin. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'on est là. Les gens, on appelle ça un commitment coach. Les gens savent qu'on a un commitment avec eux autres. Et je n'ai eu une. Fait que, c'est surprenant comment ce que... Tu sais, en fait, je pense que les gens sont pas prêts à passer à l'action souvent parce qu'ils sont trop confortables où ce qu'ils sont. Ouais. Fait que le concept de la bouteille de vin vient comme rajouter un petit inconfort. Là. OK, il court de quelque chose vers le succès. Tu sais. C'est ça. Puis là, ils viennent me voir. Ils sont tellement contents là, quand je les vois à soirée mensuelle. « Hey, Justin, finalement, tu n'auras pas ta bouteille de vin aujourd'hui. Tu n'auras pas ta bouteille. » Il dit « Bon, ben c'est ça que je voulais. C'est exactement ça que je voulais. C'est que tu passes à l'action et que tu ne m'amènes pas ta bouteille de vin. » C'est vraiment génial. Écoute, on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce que tu remarques au travers des investisseurs où ce que ça bloque. On a quand même parlé de plusieurs là, sujets, mais qu'est-ce que tu remarques très tôt chez les investisseurs qui finissent par réussir? C'est quoi les caractéristiques que tu vois là, que peut-être qui reviennent beaucoup? Élie, tu l'as dit tantôt. Passe à l'action. Peu importe les connaissances que tu as, peu importe si tu fais des erreurs ou pas, si tu passes pas à l'action, tu réussiras pas. Ils disent souvent que « knowledge is power ». La connaissance, c'est la puissance. Mais il manque le mot « action » au bout. La connaissance sans action, ça vaut rien. Il y en a des gens qui vont suivre toutes les formations qui existent au Québec. Ils vont aller Robert Kiyosaki, ils vont aller à plein d'autres endroits. Ils vont être des fins connaisseurs, OK? Mais ils passent jamais à l'action. Fait qu'il faut passer à l'action, c'est la clé. Puis les gens qui commencent, souvent, ils veulent avoir un court-circuit. Ils entendent des projets qu'on a faits. Mettons que j'ai fait, moi, au total, à peu près 93 flips dans ma vie. Fait que là, je n'ai eu des super bons. Là. Il y a des flips, j'ai fait 400 000 dessus. Là. Fait que là, eux autres, ils attendent, ils écoutent ça. Puis là, ils veulent avoir ça, là, aussi. Mais je n'ai fait à 25 000 aussi, là, des flips à 12 000. Là. Fait qu'ils veulent avoir ça. Puis là, ils attendent le court-circuit. Justin, il a dit qu'il avait réussi à faire ça. Nous autres aussi, on va y arriver. Mais je n'ai 92 en arrière là, que je me suis pratiqué avant de trouver le bon. Là. Fait que il faut que les gens se lancent puis qu'ils n'attendent pas d'avoir un court-circuit. Tu vas faire un petit peu d'argent, tu vas avoir des rénovations à faire, go, fonce, lance-toi. C'est rare que tu peux presque pas te planter. Là. Surtout s'il y a quelqu'un qui est capable de t'aider, là, tu peux presque pas te planter. Là. Fait que vraiment, tu vois que c'est des gens qui sont prêts à passer à l'action. Oui, c'est pas des gens que c'est pas dur de les pousser. Là. Ils attendent juste l'info pour se lancer. Là. Puis le plus bel exemple que je vais te donner, là, je te parlais tantôt du coaching quand je faisais de la recherche sur Internet. 50 personnes qui étaient dans la salle, on trouve 2-3 deals. Fait qu'il y en a un qu'on trouve, et là, on jasait, il dit « Hey, les amis, là, tabarouette, 650 000 pour un 22 logements à rénover. Et tu as à peu près 300 000 à mettre dedans. Il est vide complètement. Puis là, tu te ramasses 1 million, puis c'est à peu près à 1 heure de Montréal. Là. C'est quand même pas si loin que ça, là, mais il est vide, puis il faut le modifier, le rénover. Et là, je vois une dame sortir de la salle.
Il dit, gâches-tu qu'elle va appeler le courtier immobilier? Fait que je continue, je dis pas un mot, je continue à vaser. Puis là, en revenant, je lui demande, t'as été faire quoi? Elle dit, j'ai été appelé le courtier, j'ai un rendez-vous demain. Aïe, passer à l'action, c'est un bel exemple. Fait que c'est un très bel exemple. Fait que la personne, sur 50, il y en a une qui a eu le courage de se lever puis d'aller voir pour la visite le lendemain matin. Là. Wow. Fait que je pense que ça c'est une super belle réponse. Vraiment passer à l'action. Puis tu sais, on l'entend souvent, mais c'est vraiment, c'est l'élément, en fait, qui déclenche tout. Oui, exact. C'est sûrement intéressant. Puis il y a un livre super intéressant, Élie, qui s'appelle 5, 4, 3, 2, 1. C'est... je me rappelle plus du nom de la dame qui a écrit ça. Je me rappelle plus du nom. Puis ça veut dire quoi? C'est que ton cerveau, tu le laisses pas embarquer sur le bric-à-bras. C'est que 5, 4, 3, 2, 1, je me lève. 5, 4, 3, 2, 1, je passe à l'action. Fait que les gens qui ont beaucoup de misère à passer à l'action, ça les aide beaucoup. Ma femme était une qui avait plus de difficultés à passer à l'action. Et avec ça, on fait une farce ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, chérie. On y va. Go! On y va. Wow. Oh, nice. Tu sais, c'est surprenant. Écoute, je voulais transiger là, vers, dans le fond, les nouvelles tendances immobilières. Oui. Un des sujets que tu as touché là, sur les réseaux sociaux, je trouvais ça super intéressant. En 2023, tu dis qu'il y a plusieurs tendances qui sont en train là, de grandir, si on veut. Première tendance, tu as parlé du co-living. Co-living, en fait. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de plus en plus je vois de plus en plus de gens qui vont aller demeurer ensemble qu'on verrait pas avant. Avant ça, on voyait des maisons de chambre. J'ai une personne qui a étudié avec moi, qui a étudié au programme de coaching, et elle est partie de son appartement et elle était restée dans un appartement qui était 4-5 qui demeurait dedans, séparé à bouffe, sépare tout, et ils s'en vont rester là-dedans. Le but, c'est de diminuer les coûts, diminuer les frais, puis de ne pas vivre tout seul aussi. Fait que quand tu es tout seul, puis ça vient long, te jaser tout seul le soir sur le divan, mais on commence à voir ça, mais c'est pas décollé beaucoup encore. On a Airbnb qui est arrivé depuis 2009, mais ça, on va le voir arriver de plus en plus. À cause des frais de loyer, il y en a de plus en plus qui vont se rassembler et qui vont louer des logements plus grands, plus grands pour être capable d'être plusieurs à l'intérieur. Maison de chambre, dans le fond. C'est une maison de chambre, oui et non. Okay. Mais c'est parce que la différence, c'est que c'est un regroupement de gens qui ont décidé de s'en aller en appartement ensemble. C'est comme toi, tu y vas avec deux de tes chums. Ben, vous vous regroupez. C'est pas une maison de chambre qu'il y a un propriétaire, puis là, lui, il loue la chambre 1, il loue la chambre 2. Comme quand j'étais aux études, ben, c'est ça. On avait 3-4 chambres dans un sous-sol d'une maison, puis on louait notre chambre, mais on connaissait pas les voisins. Tandis que là, tu peux connaître les voisins. Tu peux les connaître. Oui. OK. Tu as parlé de maison de travailleurs. Ça, c'était la première fois que je l'entendais. Si tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est. On a beaucoup d'étudiants, nous autres, qui travaillent là-dessus. C'est soit dans le Nord, dans le Val-d'Or, etc., ou des usines. À Montréal, on voit moins ça, mais tout ce qui est en région, on sait que de ce temps-ci, puis peut-être je me trompe du chiffre, là, mais entre 50 à 55 000 travailleurs qui arrivent au Québec, des immigrants qui arrivent au Québec et qui vont avoir besoin d'une place pour vivre. Et il y en a de plus en plus. C'est soit des maisons que tu convertis en maisons de travailleurs, c'est soit des appartements, c'est soit des blocs, c'est soit des résidences de personnes âgées. Je n'ai fait une en Beauce, une résidence de 21 chambres que j'ai convertie en maison de travailleurs. Et les gens arrivaient, c'est souvent des Mexicains, on a eu des Russes, des Français qui arrivaient, puis on louait ça, c'était hyper payant. Très payant. 21 chambres. 21 chambres. Mais c'est une ancienne résidence de personnes âgées qui a été convertie. Et un autre qu'on a fait aussi, c'est une maison. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un étudiant qui l'a fait. C'est un duplex qui a pris, il y avait 3 chambres à l'étage, 3 chambres au deuxième étage, rez-de-chaussée, deuxième étage. Et il a enlevé la cuisine, il a enlevé le salon, il a refait 2 autres chambres, il a fini le sous-sol, il a fait 3 ou 4 chambres dans le sous-sol. Fait que les gens mangeaient au comptoir de cuisine ou dans leur chambre. Fait que les parties, il n'y en avait pas parce que c'est souvent des gens qui
qui sont là juste la semaine pour les travailleurs du Québec. Sinon, les immigrants, ben, là, sont là à longueur d'année. Là. Wow, super. Fait que ça s'en vient très, très fort. Et on voit des containers, on voit différentes façons que les gens vont acheter pour faire des maisons de travailleurs. Tu as parlé aussi de containers. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui augmente là, en popularité ou... Je te dirais que il y a eu un petit regain, mais c'est pas beaucoup. Okay. Parce que le problème qu'il y a avec les containers, c'est la ville qui n'accepte pas plusieurs villes n'acceptent pas les maisons containers. Et tu vas prendre un container qui a 8 pieds de large, ça a 8 ou 10 pieds de haut, 9 pieds de haut, et ça va de 15 pieds à 40 pieds de long. Mais ça coûte le même prix au pied carré à finir l'intérieur que si tu avais une vraie maison. C'est juste que c'est hyper solide. L'extérieur est super facile à finir. Fait que tu sauves un peu, mais pas à 100 000 à l'heure, là, je te dirais. Ouais. Okay. All right. Le dôme en location court terme. Oui, on a 14 projets au Québec présentement. Wow. Je suis en train d'en partir 2, un projet de 48 dômes, un projet de 15 dômes. Un dôme, c'est quoi? Ils appellent ça un dôme géodésique. Fait que c'est une toile qui est mise par-dessus un frame de métal. Il n'y a aucun support dans le milieu. Normalement, ça a entre 7 à 8 mètres de diamètre et c'est mis en location. Fait que tu peux avoir le dôme complètement transparent, fait que tu vois tout le coucher de soleil, les étoiles, ou tu peux avoir seulement un tiers qui est transparent. Et il y a de plus en plus de projets qui s'en viennent, qu'on fait là-dedans. Un dôme va coûter environ 20 000, plus tous les équipements autour là, que tu vas être obligé de rajouter. C'est sûr, tu as une plateforme, tu as l'entrée de cour, tu as l'électricité, petite cuisinette, un petit salon à l'intérieur. Fait que c'est hyper intéressant. Ça, je peux voir ça exploser. Là, c'est payant. On le dira pas trop fort, par exemple, là, mais c'est payant. Un dôme, pas de toilette, là. À peu près 43 000 à 50 000 de revenus par année. Wow. OK? Puis si tu rajoutes la toilette, bien là, tu peux monter jusqu'à 400-500 la nuit que tu peux louer. Puis en termes de dépenses, c'est une structure avec une toile. C'est une structure avec une toile. Là, les gens qui nous écoutent présentement vont dire « Ouais, mais une toile, ça ne dure pas longtemps. » C'est pas une toile de tente roulotte ou une toile de tente directement. Là. Ouais. C'est super rigide. Ça dure 15 à 20 ans. C'est pareil comme votre toit de bardeau d'assat. Au bout de 15 ans, tu dois changer. Ben la toile, ça doit changer. La différence, c'est que ton toit de bardeau va te coûter 10-15 000 à changer. La toile, c'est 6 000. Wow. Fait que tu enlèves la toile, tu la détaches de l'intérieur, tu enlèves la toile, tu en remets une par-dessus, ça prend une demi-journée, puis tu es reparti. Hey, c'est génial là, vraiment d'entendre ça. Puis, tu as mentionné aussi, parmi les nouvelles tendances, le partenariat. Oui, mais on a parlé un petit peu, tantôt. Et il y a beaucoup de gens que maintenant, ils veulent pas tout faire Zoom. Il y a 2 raisons pour le partenariat. Un, c'est le manque de temps. D'autre, c'est le manque d'argent. OK? Fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour être capable d'investir tout seul. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en partenariat. La deuxième, c'est qu'il y a des gens qui ont des usines, qui ont des entreprises, qui ont des REER, ils ont de l'équité, comme je disais tantôt, sur leur maison. Mais il manque de connaissances ou il manque le guts pour être capable de dire « OK, je passe à l'action ». Bien, il y a quelqu'un qui passe à l'action à sa place et on fait un projet, ils font les projets ensemble. 100%. Tu sais, je me dis, tout se fait mieux en équipe. Fait que tant qu'à y être l'immobilier, là... Exactement. Puis tu es capable d'acheter plus gros aussi quand tu le fais en équipe. Parce que si tu es tout seul, tu vas t'acheter un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Mais si tu es en partenariat, puis vous êtes 5 ou 10... mais tu vas acheter beaucoup plus gros. Tu vas être capable d'acheter... On a acheté 120 portes à 10 personnes. Fait que c'est grosse différence. Là, les gens vont se dire « Ouais, mais il faut que je connaisse 10 personnes. » Oui, tu peux aller connaître 10 personnes ou t'embarques dans un projet qui est déjà fait, déjà analysé, déjà tout, on va dire, mâché par quelqu'un qui s'y connaît. Et là, t'embarques dedans. Monsieur. Une question que j'ai, quelqu'un qui cherche un investisseur passif. Oui. Il faut quand même que la personne qui emmène le deal ait certaines connaissances. Qu'est-ce que tu vois que les investisseurs passifs exigent comme critère, si on veut, là, pour mettre leur argent? Première chose, un bon deal.
OK? Puis ils veulent avoir la preuve que c'est un bon deal. Fait que la preuve que c'est un bon deal, c'est soit le calculateur de rendement, c'est soit des comparables, ou c'est soit un rapport d'évaluation agréé, le avant et le après. Fait que tu fais un flip, tu achètes, tu rénoves, tu revends, bien, tu peux avoir une évaluation avant, comment il vaut, et après. Tu fais du multilogement, bien, voici le taux de location qu'on a présentement, mais si on rénove, on améliore ça, on va être capable d'avoir telle valeur. Et la meilleure, pour les gens qui sont actifs, là, comme moi, là, qui font beaucoup de partenariats, le meilleur conseil que je peux vous donner, allez payer pour avoir un rapport d'inspection officiel et avoir un rapport d'évaluation officiel. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui va dire « Oui, c'est un bon deal, achète-le ». C'est pas juste toi qui va le dire. Wow. Fait que ça vient rajouter beaucoup de crédibilité au Exactement, t'as pas le choix. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est quoi si on y va plus en profondeur, c'est quoi les pourcentages que tu vois des gens qui emmènent simplement le deal avec quelle équité qui se retrouve dans le fond dans la façon qu'on l'enseigne au coaching, c'est 50-50. Fait que tu pars avec un deal 50-50. OK? Si le deal est très risqué, bien là, on va donner plus aux partenaires qui amènent l'argent. On va peut-être descendre à 30-40 pour nous autres, puis plus pour l'autre. Si le deal a beaucoup de travaux, peu de risques, mais beaucoup de travaux, tu vas travailler pendant 18 mois sur le projet, bien là, nous autres, on va en prendre plus. On va peut-être prendre 60, 65, 70%. Fait que c'est comme un niveau qu'il faut t'ajuster selon le projet, selon le deal que tu fais. Fait qu'on part à 50-50. Part tout le temps 50-50, puis c'est comme une aiguille. C'est ça. Tu t'ajustes selon le risque, selon le deal. Les gens que tu te vois qui emmènent un deal puis qui finissent avec 50% d'un projet, est-ce que c'est des gens qui ont de la connaissance aussi technique? Est-ce que c'est des gens qui vont aller, qui ont leur licence, par exemple, ou ça pourrait être des gens qui ont tu parles de la personne qui personne qui emmène le deal. Qui amène le deal, ne met pas l'argent. Parfait. Fait que ces gens-là, voici qu'est-ce qu'ils vont faire. Un, il faut qu'ils trouvent le deal. Deux, il faut qu'ils trouvent le financement. Il faut qu'ils fassent faire l'inspection. Il faut qu'ils fassent faire l'évaluation. Il faut qu'il trouve les gens pour embarquer avec lui pour monter le projet. Après ça, il faut qu'il fasse la présentation, il faut qu'il fasse l'analyse du projet. Et bien sûr, il va falloir qu'il se tape le travail. C'est de la gestion de projet, en fait. C'est de la gestion de projet. C'est très bien dit, Élie. C'est de la gestion de projet du début à la fin. Si on a dit que dans 5 ans, on remboursait l'argent, dans 7 ans, on remboursait l'argent, bien, il faut que ça suive ça. Il y a des rapports à tous les mois à faire. Fait que c'est pas juste, je te donne le cash, mais il faut que tu aies un peu de connaissance aussi, là. C'est ça. Parce que si tu sais pas comment monter la convention de partenariat, ben, tu prends un avocat, tu as l'incorporation, il y a beaucoup de choses à savoir. Et ça m'arrive souvent d'être impliqué dans des groupes qui ont eu des petites difficultés, soit que le promoteur, c'est souvent le promoteur, la personne active qui a eu, on va dire, des défis ou qui n'a pas livré la marchandise à 100%. Et là, je suis impliqué dans le groupe, puis là, je regarde, puis moi, je représente les deux. Non pas en tant qu'avocat, mais plus en tant que bon, y a-t-il une solution sur la table? On l'a dit tantôt, j'étais super innovateur. C'est ça. Y a-t-il une façon de sortir de là en modifiant l'immeuble, en faisant telle chose, en améliorant telle chose pour que tout le monde sorte gagnant là-dedans? Vraiment super. Si on transige vraiment là, j'avais une question concernant les parents qui se lancent. J'imagine que tu dois en avoir là, qui viennent t'approcher. Est-ce que c'est, disons, on a un parent, si on créait là, un avatar, là, on a un parent qui a son emploi, des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui se fait facilement de rentrer l'immobilier dans tout ça, avec le temps qui est limité, les responsabilités, etc.? La réponse est oui et non. OK? Est-ce que c'est facile? C'est souvent non, parce qu'ils ont une routine, ils ont leur façon de faire. Puis moi, je dis tout le temps, si tu n'as pas 5 heures à mettre dans l'immobilier par semaine, va t'acheter autre chose. Embarque dans un projet passif, embarque pas avec un minimum de 5 heures. Et on voit des parents qui vont apporter leurs enfants à formation. OK? C'est qu'ils vont payer, puis on donne un rabais de la moitié du prix là, pour l'enfant. Et là, les deux sont là, puis là, ils apprennent les deux ensemble. Fait que c'est super intéressant de les voir.
mais il faut qu'il y ait un effort, une volonté, puis il faut que le couple le veuille aussi. Parce que souvent, c'est un des membres du couple qui va vouloir suivre la formation. L'autre, il a tellement peur qu'il veut rien savoir. Et ça m'est arrivé justement en fin de semaine. Je fais une visite et avec un groupe d'investisseurs et la femme était hyper excitée. Elle voulait foncer. Mais son mari était là. Puis c'est un ingénieur un petit peu plus sur le break-à-bras, on va dire. Observateur. Puis on le sait, moi, je suis ingénieur. Fait qu'on regarde, on analyse. Puis finalement, après X temps, là, on va passer à l'action. Mais il faut faut toutes les lumières soient vertes là, pour nous autres. Là. Fait que c'est pas tous les ingénieurs, inquiétez-vous pas. Là. Mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est que là, il faut voir c'est quoi ces bloquants. Fait que là, j'ai pris c'est quoi ces 3 bloquants de la personne en premier et j'ai répondu à ces bloquants, un après l'autre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas personne qui répond à ces bloquants, il va y avoir des craintes et là, ça va être difficile à investir en immobilier. Puis tu sais, étant parent, comme on dit, on parle de responsabilité aussi. Oui. Donc, moins grande tolérance au risque. Oui. Fait que je pense que tout pointe vers l'avantage de commencer jeune, en fait. Je pense Exactement. que c'est vraiment, vraiment avantageux. Mais quand même, est-ce que tu recommanderais à des parents là, qui désirent se lancer de se lancer? Bien, la réponse est pourquoi pas? Et les gens disent, ouais, mais c'est-tu un bon temps pour se lancer en immobilier? C'est tout le temps un bon temps pour se lancer en immobilier. Tu regardes dans les années 70, les gens disaient, avec le taux d'intérêt, pas 70, 80, avec le taux d'intérêt qui est là, c'est pas le temps de se lancer, on paye les immeubles bien trop cher. Regarde combien ils sont rendus qui valent, ces immeubles-là, présentement. Tu payais ça 100 000, c'est rendu que ça vaut 1 million. Fait que c'est tout le temps le bon temps de se lancer. Il y a 2 façons de se lancer. C'est soit tu te lances, tu n'as pas de connaissances, puis tu apprends sur le tas. Fait que c'est essai-erreur. Fait que c'est toi qui payes pour. Ou tu vas te chercher une formation. On apprend, on va dire quelle erreur ne pas commettre et comment avancer. Fait que tu as beaucoup moins de chances de te planter. Oui, ça coûte des sous. Parce que les gens disent, ouais, mais j'aime mieux garder mes sous pour mettre une mise de fonds que suivre une formation. Ouais, mais je vais te le rapporter 3, 5, 10 fois le coût du cours en termes d'argent que tu vas économiser ou en termes d'erreurs que tu ne feras pas. Intéressant. Ma question suivante, en fait, est que tu recommences à zéro. Okay? Tu repars là fraîchement. Tu n'as aucun actif. Tu n'as pas le même réseau que tu as aujourd'hui. C'est quoi tes 5 étapes pour te propulser là, dans l'immobilier, avec la connaissance que tu as. Oui, exact. Tu n'as pas de réseau. Et pas de réseau. Fait que, mettons, je m'en vais dans une autre ville, puis j'ai aucun réseau. Puis la première chose, c'est d'aller se bâtir un réseau. Fait que c'est d'aller au gym, c'est d'aller à différents endroits où que les gens d'affaires sont pour aller se bâtir un réseau. Parce que tout seul dans ton sol, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'avanceras pas. J'ai les connaissances, fait que j'ai pas besoin d'aller acquérir les connaissances. La deuxième chose que je fais, c'est de commencer à faire des offres d'achat tout de suite. OK? Aller voir comment on peut créer des deals, comment on peut améliorer des deals. Et souvent, j'ai vu des deals que j'ai faits avec des gens que le propriétaire restait propriétaire à X pourcentage du deal. J'amène une plus-value. Et après ça, on split, on va aller chercher de l'argent. Fait que je commencerai avec du flip en premier. Troisième étape, avec du flip, fait que l'achat, rénovation, revente, ou tout simplement... De quoi exactement? De l'achat-revente, pardon? Flip de quoi? Quel type de propriété? Tu ouvres centriste, là, qu'est-ce que tu recherches? Ouais, je vais aller dans les premières choses que je regarde, c'est les propriétés qui n'ont pas de réno à faire dessus ou presque pas de réno. Fait que par exemple, on va prendre un quadruplex. Je suis capable de le séparer en 2, puis vendre un duplex, puis revendre un autre duplex. Oups! On fait 100 000 de profit. Parfait. 0 réno, c'est mon deal. C'est qu'est-ce que je cherche. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire des offres d'achat. Et quand tu arrives avec un deal comme ça, tu as commencé à bâtir ton réseau. Là, tu le présentes parce que je sais comment le présenter. J'ai les connaissances pour être capable d'y arriver. C'est sûr, on va trouver quelqu'un pour embarquer. 100%. OK? Quand on parle de réseau, qui tu recherches exactement? Je cherche des gens qui ont de l'équité. Okay. Je cherche des gens qui ont des REER. Et je cherche des personnes en affaires qui ont eux autres même un bon réseau.
et qu'on peut embarquer ensemble dans des projets. Tu mentionnes beaucoup REER. Est-ce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent, tu sais, je veux dire, parmi les investisseurs passifs, moi, l'image que j'ai souvent, c'est l'investisseur qui est déjà dans l'immobilier, qui a de l'argent liquide. Mais tu me parles de ceux qui ont des REER. Est-ce que c'est des gens, tu penses, qui sont à l'aise de se lancer dans l'immobilier? Bien, c'est parce que l'avantage avec les REER, on sait que la bourse a été tough dans les dernières années, et tu es capable de prendre les REER des autres, pas mes REER pour investir dans mes projets, mais les REER des autres. Comme Élie, mettons, tu as 200 000 de REER. OK? Bon, ben je trouve un quadruplex à diviser en deux. Je prends tes REER. Ça me sert de mise de fonds, OK? On fait le projet ensemble. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je te redonne un rendement sur ton argent. Mais c'est pas le RAP, c'est pas le régime d'accès à la propriété, là, que tu as le droit à 35 000 maximum. Là. C'est un REER autogéré qu'on va transférer. Là, je révèle tous mes trucs. Là. Hey, c'est quelque chose. Super. Écoute... disons, OK, qu'il y a la crise du logement présentement. Oui. Disons là, qu'on te mettait vraiment là, en charge là, de gérer ça. C'est quoi la solution que tu emmènerais? Ça serait quoi ta stratégie là, pour... Première solution, puis je l'ai fait dans un des vidéos que j'ai faites sur TikTok. Première solution, présentement, depuis quelques mois, tout dépendant, c'est quand vous écoutez la vidéo, il y a une nouvelle règle à SCHL qui dit que si tu vas créer de la valeur avec un immeuble puis que la banque n'accepte pas de te financer, ben on va te laisser avec ton prêt privé pendant 2 ans. Tu as bien compris, là. Écoute bien ça. Ça veut dire que je prends une église, je prends une école, je prends une aréna, je prends un bâtiment industriel. Il n'y a pas une banque qui accepte de financer ça parce qu'il est vide. Là, toi, en bon samaritain, puis tu veux faire de l'argent aussi, tu décides d'aller faire des logements là-dedans. Peu importe s'ils sont sociaux, peu importe le type de logement, tu décides d'aller faire des logements. Ça te coûte 5 millions pour aller rénover ça puis acheter le deal. Mais la SCHL vient de sortir une nouvelle règle que faut que tu attendes 2 ans avec un prêteur privé à du 12-15% avant qu'il accepte de te refinancer. Qu'est-ce que tu penses que ça fait dans le marché? Ça va tout breaker les gens qui sont créatifs un peu et qui veulent aller faire de la modification d'immeubles. Il y en a plein de beaux immeubles au Québec, à Montréal, qu'on est capable de prendre et de réchapper. En plus, c'est bon pour le patrimoine. Mais là, malheureusement, avec ça, il faut que tu aies ton cash. Fait qu'il faut que tu aies 5 millions de cash si tu veux faire ce brevet-là. Où tu payes 5 millions à 15% par année d'intérêt pour aider les gens à trouver des logements là-dessus avant que la banque te finance. Fait que c'est la première chose que je ferais. On a eu un autre bâton des roues cette année avec la SCHL. Ils ont augmenté les taux les dépenses qui sont dans les immeubles. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens qui veulent partir, qui veulent construire des nouveaux immeubles, sont plus capables de le faire. Parce que les dépenses sont trop élevées. Par exemple, laveuse, sécheuse, il y a plusieurs dépenses qui ont été augmentées. Bien sûr, les taux d'intérêt, être capable d'avoir d'aider là-dessus, ça aiderait beaucoup. Est-ce que le gouvernement pourrait diminuer le taux d'intérêt pour les gens qui construisent des nouvelles maisons, des nouveaux immeubles, excuse-moi? Et la réponse est oui. Fait que j'irais jouer avec la SCHL, aller créer des immeubles et bien sûr diminuer les dépenses, diminuer le taux d'intérêt pour les gens qui font de la promotion de la création d'immeubles. Super intéressant. Regarde, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tirer valeur là, de tout ça. Prochaine question, c'est quoi ton why? Pourquoi tu le fais? Tu sais, je sais que tu aimes enseigner, je sais que tu aimes l'immobilier, mais c'est quoi qu'est-ce qui te réveille le matin, là, vraiment? Là? Ça se pourrait que ce soit juste ce que tu m'as dit aussi, de la passion d'enseigner et tout. C'est quelque chose de plus profond que ça. Ben, c'est sûr que je veux bâtir quelque chose pour mes enfants. Yeah. Ça, c'est un de mes big why. Je veux pas qu'ils se retrouvent avec rien au bout de X années. J'ai né dans mon entourage qui n'ont pas grand-chose, à part leur salaire qu'ils ont réussi à accumuler, à économiser. Je veux léguer quelque chose à mes enfants. C'est mon premier big why. Et l'enseignement,
l'enseignement de l'immobilier, c'est mon deuxième. Comme je disais tantôt, je vais prendre ma retraite, puis je vais continuer à enseigner. J'adore trop ça. Wow. Ouais. Puis c'est super beau de pouvoir enseigner parce que c'est quelque chose que tu peux faire sans trop d'efforts, j'imagine, quand c'est ta passion. C'est tellement valorifiant pour nous autres. Là. Quand on est en avant, puis qu'on voit qu'il y en a qui ont passé à l'action, il y en a qui ont fait on a changé des vies. Là. Ben oui. On n'est pas médecin, là, mais on a réussi à changer des vies de des gens qui avaient de la misère avec leur salaire. Je me rappellerai tout le temps d'un couple qui a une compagnie de paysagement. Ils ont de la misère à arriver avec la compagnie de paysagement. Fait que je me suis assis avec eux autres. J'ai regardé les états financiers de la compagnie de paysagement. J'ai regardé comment ils faisaient sa business et tout. On a pris des décisions là-dedans. On a pris des décisions sur la maison qu'ils louaient. On a pris plusieurs décisions dans leur vie. Ils m'ont suivi. Je les ai suivis. Et finalement, 18 mois après, ils me remerciaient. Ils disaient, Justin, ça a changé notre vie. Là, on est capable de s'acheter notre première maison au lieu d'être en location. Wow. Et fait que c'est tellement valorifiant. Là. C'est le plus beau cadeau qu'on tu peux pas avoir. Wow. C'est super profond. Pour finir, dans 30 ans, on rentre dans une machine à avancer le temps. Où est-ce que tu vois là, tout ce que tu as bâti, là, que ce soit tes projets, que ce soit Immo Facile? C'est quoi ta vision là, par rapport à tout ça? Mais ma vision dans 30 ans, c'est sûr que je vais commencer à être vieux. Un petit peu. C'est que qu'est-ce que je veux? C'est que je veux qu'il reste quelque chose au Québec. Je veux, tous les jeunes qui me suivent, j'en ai plein qui ont 20 ans, c'est que tout l'enseignement qu'on a fait, que j'ai fait avec mes coachs, ben au moins ça va leur rester toute leur vie. À retraite, quand que je vais déléguer ou reléguer le Immo Facile à une autre personne, ben je veux continuer à enseigner, je veux continuer à faire de l'immobilier. C'est pas vrai que à 65 ans, je vais aller m'asseoir puis me bercer à mon chalet, puis tondre la pelouse, puis faire les fleurs. Là, je suis pas capable. Là. Moi, je suis un hyperactif. Là, c'est que j'ai besoin de projets valorisants, j'ai besoin de faire des choses qui valorisent les gens aussi et qui vont m'aider à passer le temps. Mon père, il a 82 ans présentement et il bûche encore. Il va encore bûcher 4 heures par jour. Là, ma mère a dit, « Pourquoi tu vas bûcher? Ça sert à rien. » Non, j'aime ça aller en forêt. J'ai été toute ma vie en forêt. Ben, c'est la même affaire pour moi. J'ai été toute ma vie dans des immeubles, puis enseigner. M'a continué à en faire quand même un petit peu. Hey, Ghislain, merci beaucoup. Hey, c'était un super plaisir d'être avec toi, Élie, aujourd'hui. Yes. À la prochaine. À la prochaine.